Juin 2025. Dix-neuf pays. Active. Un rail de paiement panafricain en silence. Après 80 ans de détours, l'Afrique cessait de laisser jusqu'à 30% de valeur s'évaporer sur chaque transaction régionale, tandis que les flux passaient par New York ou Londres avant de revenir vers Lagos, Accra ou Nairobi. En quelques semaines, des rapports internes ont même pointé plus de 5 milliards de dollars d'économies potentielles. Que change, pour le public, ce saut de souveraineté associé à Ibrahim Traoré? Un clic suffit, le pouvoir bascule. La promesse de cette analyse est simple, clarifier ce que le nouveau rail de paiement panafricain change réellement. Et pour qui? En moins de 10 minutes de lecture, le public comprend comment une infrastructure financière apparemment technique peut réduire les coûts, accélérer les échanges et modifier des équilibres de pouvoir longtemps considérés comme intouchables. L'enjeu dépasse la seule efficacité. Lorsque des transactions intra-africaines cessent de dépendre de serveurs et de devises extérieures, ce sont la liquidité, la visibilité et la capacité de décision qui se déplacent. Pour les États, cela touche à la stabilité monétaire. Pour les entreprises, à la trésorerie et aux marges. Pour les populations, à l'accès quotidien aux paiements et aux transferts. Ce cadre explique pourquoi le débat sur la souveraineté économique, souvent incarné dans l'espace public par des figures comme Ibrahim Traoré, trouve ici un terrain concret. Il ne s'agit plus d'un discours, mais d'un mécanisme mesurable. La question directrice est donc claire. Cette innovation restera-t-elle un gain opérationnel ou deviendra-t-elle un levier durable de transformation continentale? La révélation est arrivée plus tôt que prévu. En juin 2025, 19 pays africains ont activé simultanément un système capable de contourner le dollar, et les premières estimations internes ont identifié plus de 5 milliards de dollars d'économies potentielles en quelques semaines. Ce chiffre n'est pas symbolique. Il matérialise la fin d'un mécanisme accepté pendant des décennies, où chaque transaction régionale perdait jusqu'à 15% de sa valeur avant même d'atteindre son destinataire. Pour comprendre l'ampleur du changement, il faut revenir au fonctionnement historique des échanges africains. Depuis près de 80 ans, vendre du cacao du Ghana au Nigeria ou acheter du ciment entre le Kenya et la Tanzanie impliquait presque toujours un détour par New York ou Londres. Conversion en dollars, frais cumulés, délais étendus. Ce parcours était perçu comme le prix de la stabilité. En réalité, il instaurait une dépendance structurelle, où la monnaie déterminait aussi la visibilité et donc une partie du pouvoir. Les crises récentes ont fissuré ce modèle. La pandémie, puis la guerre en Ukraine, ont amplifié la volatilité du dollar. Les délais se sont allongés, les coûts ont grimpé, les marges des petites entreprises se sont érodées. Dans ce contexte, plusieurs banques centrales africaines ont commencé à reconsidérer ce qui paraissait immuable. Des réunions discrètes au Caire, à Lagos ou à Accra ont posé une question simple. Pourquoi financer les échanges africains via des routes étrangères? C'est dans ce climat que l'idée d'un rail de paiement continental a pris forme. À mesure que les discussions avançaient, une référence revenait souvent dans les débats publics. Si des dirigeants comme Ibrahim Traoré défendaient une souveraineté politique, une souveraineté financière devenait-elle enfin possible? Le système dévoilé à Abuja, le PAP, s'est imposé comme la réponse technique à cette interrogation. Reste à voir comment cette architecture abstraite s'est traduite, dès ses premiers jours, dans la réalité des acteurs économiques. Pour mesurer l'effet immédiat du nouveau système, il faut suivre ceux qui vivent au plus près des flux commerciaux, loin des salles de conférence. L'un des récits les plus parlants vient d'un négociant en café éthiopien, habitué à attendre jusqu'à 5 jours avant qu'un paiement transfrontalier ne soit effectivement réglé. Durant ce laps de temps, il subissait non seulement l'immobilisation de son capital, mais aussi une exposition directe aux variations du dollar, capable d'effacer une marge déjà fragile. Avec les premiers post-tests du PAP, ce quotidien change brutalement. Le règlement intervient en quelques secondes. Les frais chutent,
la visibilité sur la trésorerie devient immédiate. Cette accélération lui permet de sécuriser des contrats plus importants, d'augmenter ses volumes et de négocier sans intégrer une prime de risque excessive. Ce qui relevait autrefois de la prudence devient une possibilité concrète d'expansion. Un second cas, observé entre le Malawi et la Zambie, lors d'un pilote de paiement de détail, confirme cette dynamique. Des commerçants transfrontaliers, longtemps freinés par des marges étroites et des frais imprévisibles, ont pu régler leurs transactions locales avec des coûts inférieurs à 3%. Cette différence, en apparence modeste, s'est révélée décisive. En moins d'un trimestre, certains ont doublé leur fréquence d'approvisionnement. Ces trajectoires individuelles éclairent un phénomène plus large. Derrière les débats sur la souveraineté, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, se dessine une réalité opérationnelle. Lorsque le temps et le coût disparaissent, la confiance revient. Le changement n'est plus théorique, il devient vécu. Avant le basculement, le signal d'alerte est d'abord économique. Les banques centrales africaines constatent une hausse brutale des frais de compensation après la pandémie. Les délais s'allongent. Les entreprises multiplient les plaintes. Les marges se contractent. Ce qui était tolérable devient risqué. La dépendance au dollar n'est plus seulement coûteuse. Elle menace la continuité même des échanges régionaux. Après ce constat, une phase discrète s'ouvre. Des réunions techniques se tiennent au Caire, à Lagos et à Accra. Gouverneurs de banques centrales, ingénieurs financiers et responsables des systèmes de paiement examinent les rails existants. Chaque session confirme la même évidence. L'Afrique finance ses échanges via des routes étrangères et perd au passage du temps, de l'argent et de la visibilité. Le déclencheur est cela, clair et partagé. Le climax arrive lorsque les groupes de travail s'accordent sur une architecture commune. Protocole de règlement, synchronisation des nœuds, règles de gouvernance. Les briques s'assemblent progressivement. Le projet, encore abstrait, devient opérationnel. À Abuja, la décision est prise d'activer le système simultanément pour éviter toute fragmentation. Juin 2025 est fixé comme point de rupture. Le jour venu, 19 pays se connectent. Les banques centrales synchronisent leurs infrastructures. Les premières transactions test traversent le réseau en temps réel, sans conversion forcée, sans détour par New York ou Londres. Dans une salle de conférence, des tableaux de bord affichent des confirmations instantanées. Les applaudissements, inhabituels dans un événement financier, marquent la conscience d'un moment historique. Les répliques suivent presque immédiatement. Les frais moyens chutent sous le seuil des 3% dans les corridors pilotes. Les délais disparaissent. Les banques au Kenya, au Ghana et au Sénégal rapportent une hausse rapide des volumes internes. Les petites entreprises, jusque-là exclues par les coûts, entrent dans le jeu. L'abstraction technique se transforme en réalité économique. Puis vient l'onde géopolitique. À Washington, certains analystes parlent d'une perte progressive de visibilité. À Paris, les inquiétudes se concentrent sur l'affaiblissement de l'influence liée aux anciens mécanismes monétaires. Les think tanks publient scénarios et avertissements. La même question revient. Que signifie un commerce africain qui n'a plus besoin du dollar? Dans ces discussions, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît régulièrement, non comme architecte du système, mais comme symbole d'une revendication plus large. Le geste technique est lu comme une affirmation d'autonomie, cohérente avec des discours politiques sur la souveraineté africaine. La séquence est désormais claire. Un déclencheur économique, un sommet technique, puis des répliques politiques. Le mouvement est lancé et il ne peut plus être ignoré. Avant le PAP, une transaction intra-africaine typique supportait en moyenne près de 15% de coûts cumulés et imposait un délai de règlement de 3 à 5 jours. Après l'activation du nouveau réseau, les premiers corridors pilotes affichent des frais inférieurs à 3% et des règlements exécutés en quelques secondes. Ce passage du baseline au delta résume à lui seul la portée du changement. Ce qui était une friction structurelle devient un avantage opérationnel. Le premier indicateur concerne les coûts de transaction. Pendant des décennies,
Chaque opération commerciale régionale additionnait des frais de conversion, de compensation et de correspondance bancaire. Cette accumulation absorbait une part disproportionnée de la valeur, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Avec le PAP, la suppression du détour par des devises et des infrastructures extérieures réduit ses coûts à moins de 3% dans les corridors testés. En termes simples, cela signifie que davantage de valeur reste dans l'écosystème local, renforçant immédiatement les marges et la capacité d'investissement. Le deuxième indicateur porte sur les délais de règlement. Le système traditionnel immobilisait les fonds pendant 3 à 5 jours, exposant les entreprises à la volatilité du dollar et compliquant la planification. Une variation de 2 à 4% durant cette fenêtre pouvait transformer un contrat rentable en perte nette. Le règlement quasi instantané du PAP libère ce capital. Les entreprises peuvent réinvestir plus vite, sécuriser leurs approvisionnements et réduire l'incertitude qui freinait l'expansion régionale. Le troisième indicateur touche à la souveraineté des données transactionnelles. Auparavant, chaque paiement laissait une trace hébergée sur des serveurs situés hors du continent. Cette asymétrie donnait à des acteurs extérieurs une visibilité complète sur les flux africains. Désormais, les banques centrales hébergent et analysent leurs propres données. Elles peuvent identifier les corridors dynamiques, anticiper les tensions de liquidité et ajuster leurs outils de régulation avec une précision inédite. Cette maîtrise ne repose pas sur un discours, mais sur un accès direct à l'information. Pris ensemble, ces chiffres décrivent un renversement de logique. L'argent qui quittait systématiquement le continent pour rémunérer des intermédiaires reste désormais en circulation locale. Les risques de change diminuent, les délais disparaissent, les régulateurs gagnent en autonomie analytique. C'est ici que les débats sur la souveraineté, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent une traduction mesurable. La capacité de déplacer de la valeur sans dépendre d'un centre extérieur. Ces preuves quantitatives n'éliminent pas tous les risques structurels. Les réserves des banques centrales restent en grande partie libellées en dollars et les chocs externes continuent d'influencer les économies locales. Mais les données disponibles montrent déjà que les bénéfices opérationnels sont concrets et immédiats. Elles déplacent le débat du terrain idéologique vers celui des faits observables. La question devient alors moins théorique. Ces gains chiffrés suffiront-ils à soutenir une transformation durable ou resteront-ils confinés aux premiers corridors expérimentaux? Deux lectures opposées structurent désormais le débat autour du PAP et chacune mérite d'être examinée dans sa logique la plus solide avant toute conclusion. Le premier argument, souvent avancé par des économistes attachés à la stabilité monétaire globale, considèrent le pas comme une modernisation essentiellement technique. Selon eux, fluidifier les paiements intra-africains ne modifie pas la dépendance structurelle tant que les réserves de change des banques centrales restent majoritairement libellées en dollars. Les chocs externes liés aux politiques monétaires américaines ou aux crises géopolitiques continueraient donc d'affecter les économies africaines. Dans cette lecture, le réseau améliore l'efficacité quotidienne, mais ne change pas l'architecture de fond du système financier international. Un second argument critique pointe le risque d'inégalité interne. Tous les pays ne disposent pas des mêmes capacités techniques ou institutionnelles pour maintenir un réseau de paiement avancé. Certains pourraient bénéficier rapidement de la réduction des coûts, tandis que d'autres peineraient à stabiliser leurs infrastructures, créant des corridors à deux vitesses. À terme, cette asymétrie pourrait fragiliser la confiance et limiter l'effet d'intégration continentale attendu. Ces objections sont cohérentes, mais elles se heurtent déjà aux premiers faits observables. La réduction des frais, passée d'environ 15% à moins de 3% dans les corridors pilotes, n'est pas marginale. Elle modifie immédiatement les marges des petites et moyennes entreprises, celles qui subissaient le plus fortement les frictions du système précédent. De même, le passage de délai de 3 à 5 jours à quelques secondes réduit un risque opérationnel central,
indépendamment de la composition des réserves de change. Concernant les capacités inégales, les données montrent que même des économies plus modestes bénéficient d'effets rapides lorsque les corridors sont activés. L'effet de réseau joue en faveur d'une diffusion progressive, à condition que la gouvernance et l'assistance technique suivent. Ainsi, sans nier les limites structurelles, les preuves disponibles déplacent le débat. Le PAP n'abolit pas d'un coup la dépendance globale, mais il crée une base opérationnelle qui n'existait pas. Ce socle change déjà les comportements, et c'est souvent par ces changements graduels que les transformations durables prennent forme. Le véritable basculement du PAP ne réside pas seulement dans ses performances techniques, mais dans l'instant où il change d'échelle symbolique. Tant que le système restait cantonné à des tests ou à des corridors limités, il pouvait être interprété comme une innovation régionale parmi d'autres. Le milieu du parcours marque autre chose, la preuve qu'un continent peut déplacer de la valeur sans autorisation extérieure. Ce point de bascule apparaît lorsque les premières transactions multilatérales sont réglées intégralement en monnaie locale, sans conversion en dollars et sans passer par des infrastructures occidentales. À partir de là, le PAP cesse d'être un outil d'optimisation et devient une démonstration. Il montre que la dépendance n'est pas une fatalité technique, mais un choix hérité. C'est précisément à ce moment que les débats sur la souveraineté prennent une densité nouvelle. Les références à des figures comme Ibrahim Traoré se multiplient, non parce qu'il pilote l'architecture, mais parce que sa posture incarne une question désormais concrète. Jusqu'où une autonomie revendiquée peut-elle être rendue opérationnelle? Le milieu du récit agit ainsi comme un révélateur. Ce qui était perçu comme une amélioration comptable s'affirme comme une capacité stratégique. Et une fois cette capacité démontrée, le retour en arrière devient politiquement et économiquement plus difficile. La suite ne portera donc plus sur le fonctionnement du système, mais sur ses conséquences réelles. Les effets du PAP ne relèvent plus de projections abstraites. Ils se déploient, déjà sur plusieurs niveaux, chacun révélant une transformation spécifique qui redéfinit la place des acteurs africains dans l'économie régionale et mondiale. Pour les États, l'impact le plus immédiat concerne la gestion macroéconomique. La réduction de l'exposition quotidienne au dollar atténue la volatilité importée et offre aux banques centrales une marge de manœuvre accrue. En contrôlant désormais les données transactionnelles hébergées sur le continent, les autorités monétaires peuvent analyser les flux internes, identifier les corridors stratégiques et anticiper plus finement les tensions de liquidité. Cette capacité analytique nouvelle donne une assise technique au débat sur la souveraineté économique, souvent associée dans l'espace public à des figures comme Ibrahim Traoré, mais rarement appuyée jusqu'ici sur des outils opérationnels. Pour les entreprises, notamment les petites et moyennes structures, les conséquences sont directes. Des frais passés d'environ 15% à moins de 3% transforment immédiatement les marges. Les règlements quasi instantanés libèrent du capital auparavant immobilisé pendant plusieurs jours. Cette combinaison permet d'élargir les chaînes d'approvisionnement, de sécuriser des contrats régionaux et d'explorer des marchés jusque-là jugés trop risqués. Dans des secteurs comme l'agroalimentaire, le textile ou la logistique, la baisse des coûts agit comme un multiplicateur d'activité. Pour les populations, l'effet est plus diffus, mais tout aussi réel. La diminution des coûts de transfert et la rapidité accrue des paiements transfrontaliers améliorent l'inclusion financière. Les travailleurs migrants et les commerçants informels, dont les revenus dépendent de chaque pourcentage économisé, bénéficient directement de cette fluidité. À mesure que les plateformes de paiement de détail s'interconnectent au PAP, l'argent circule plus vite dans les foyers, renforçant la résilience face aux chocs économiques. Au niveau régional et international, le changement modifie les rapports de force. La perte progressive de visibilité pour certains acteurs extérieurs pousse à une adaptation stratégique. Les institutions financières internationales réajustent leurs offres, réduisent leurs frais et accélèrent la modernisation de leurs infrastructures. Parallèlement,
D'autres régions du Sud global observent l'expérience africaine comme un précédent. Un continent capable de financer ses propres échanges devient un interlocuteur plus crédible et plus autonome sur la scène mondiale. Ces 4 niveaux convergent vers un même constat. Le PAP ne se contente pas d'optimiser des flux, il redistribue des capacités. Et cette redistribution commence déjà à produire des effets tangibles. À l'horizon des 12 prochains mois, l'évolution du PAP ne suivra probablement pas une trajectoire unique. 3 scénarios plausibles permettent de cadrer les dynamiques sans surestimer ni minimiser les forces en présence. Regardons maintenant ce qui se passe quand scénario de base se met en place dans la pratique. Consolidation progressive. Si les corridors existants continuent de fonctionner de manière stable, alors le PAP s'étendra d'abord dans les zones où les infrastructures bancaires sont déjà solides. Les pays membres harmoniseront leurs protocoles, tandis que les banques locales amélioreront les interfaces à destination des PME. Les volumes de transactions augmenteront régulièrement, sans rupture spectaculaire, mais suffisamment pour réduire encore la dépendance quotidienne au dollar. Dans ce cadre, les acteurs internationaux observent et s'adaptent, sans confrontation directe. Regardons maintenant ce qui se passe quand scénario optimiste se met en place dans la pratique. Accélération continentale. Si plusieurs États supplémentaires rejoignent rapidement la plateforme, alors l'effet de réseau s'amplifiera. Les corridors entre le Sahel, l'Afrique de l'Est et certaines régions d'Afrique australe se connecteront, créant un espace monétaire régional dense. Les investisseurs africains renforceront leur position, attirés par la baisse des coûts et l'accès à des données financières locales. Les organisations multilatérales soutiendront cette montée en puissance, y voyant une démonstration de résilience économique. L'Afrique deviendra alors un laboratoire de nouveaux standards de paiement. Regardons maintenant ce qui se passe quand scénario défavorable se met en place dans la pratique. Pression et tension. Si la montée en puissance du PAP est perçue comme une menace directe, alors des pressions externes pourraient apparaître. Offres concurrentes subventionnées, restrictions technologiques ou frictions réglementaires chercheraient à ralentir l'adoption. À l'intérieur du continent, certaines banques centrales pourraient rencontrer des difficultés techniques, générant des interruptions temporaires. Le système continuerait d'avancer, mais de manière irrégulière, alternant phases de blocage et de rattrapage. Quel que soit le scénario, un point demeure constant. Le PAP a déjà franchi le stade expérimental. Les débats sur l'autonomie financière, portés par des figures comme Ibrahim Traoré, s'inscrivent désormais dans un champ de possibles concrets, où les décisions des prochains mois pèseront lourdement sur la trajectoire continentale. À ce stade, le PAP n'est plus un concept lointain réservé aux décideurs. Il modifie déjà les repères quotidiens de groupes très différents, chacun étant amené à se positionner face à la transformation en cours. Pour les institutions et les analystes, la transition ouvre un champ d'observation inédit. La concentration des données transactionnelles sur le continent permet une lecture plus fine des flux régionaux. Observer régulièrement l'évolution des corridors actifs, des volumes réglés localement et des délais effectifs devient un outil stratégique pour anticiper les besoins de liquidité et ajuster les politiques monétaires sans dépendre uniquement de signaux extérieurs. Pour les entrepreneurs, commerçants et créateurs de valeur, l'impact est immédiat. Les règlements rapides et la baisse des frais réduisent les barrières à l'entrée sur les marchés régionaux. Tester de nouveaux partenaires ou de nouveaux itinéraires commerciaux devient moins risqué. Une démarche simple consiste à surveiller les corridors émergents, là où la réduction des coûts peut transformer des activités auparavant marginales en opportunités viables. Pour le grand public, les effets se manifestent de manière cumulative. Les transferts transfrontaliers deviennent plus abordables. Les services de paiement numérique gagnent en fiabilité. Les ménages bénéficient d'une meilleure prévisibilité des flux financiers,
ce qui renforce leur capacité à absorber les chocs. À mesure que ces outils s'intègrent dans la vie quotidienne, la notion de souveraineté économique, souvent évoquée par des figures comme Ibrahim Traoré, cesse d'être abstraite pour devenir perceptible. La transition ne demande pas une expertise technique poussée, mais une attention active. Comprendre ces mutations, c'est déjà participer à leur ancrage durable. La consolidation du PAP ne dépend pas uniquement de ses performances actuelles. Elle exige une feuille de route claire, où chaque acteur connaît son rôle et les critères permettant d'évaluer les progrès. C'est à ce niveau que l'innovation fonctionnelle peut devenir une infrastructure durable, capable de résister aux pressions externes et aux contraintes internes. La première étape consiste à renforcer les capacités techniques des banques centrales. Chaque institution doit stabiliser ses nœuds de synchronisation et sécuriser la continuité du service. L'objectif est mesurable: limiter les interruptions à un niveau marginal et garantir des règlements constants, même lors de pics d'activité. Sans cette base, l'effet de réseau ne peut se maintenir. La deuxième étape vise à étendre les corridors commerciaux prioritaires. Les gouvernements identifient 3 à 5 secteurs où la réduction des coûts produit un effet multiplicateur, comme l'agroalimentaire ou la logistique régionale. Le progrès s'observe à travers l'augmentation régulière des volumes réglés localement et la diversification des flux. La troisième étape concerne l'intégration des plateformes de détail. Les fournisseurs de services numériques harmonisent leurs interfaces pour que particuliers et PME utilisent le PAP sans friction. Le critère clé reste le temps de règlement, qui doit demeurer inférieur à quelques secondes pour préserver la confiance des usagers. La quatrième étape porte sur la gouvernance et la cybersécurité. Les pays membres adoptent des protocoles communs de surveillance et de réponse aux incidents. La crédibilité du système repose autant sur sa résilience que sur sa rapidité. Enfin, une culture de transparence régionale s'impose. Les données, désormais hébergées sur le continent, doivent guider les politiques publiques. C'est ici que les débats sur l'autonomie, souvent évoqués par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, trouvent un ancrage institutionnel durable. Lorsque l'on revient aux premiers témoins de cette transformation, le changement prend une dimension plus tangible. Le négociant en café évoqué plus tôt, autrefois prisonnier de délais interminables et de frais imprévisibles, n'a pas modifié son métier. Il a simplement vu le temps économique se réaligner avec la réalité de son travail. Un paiement confirmé en quelques secondes a remplacé des jours d'attente et d'incertitude. Ce geste banal agit comme un rappel du motif central du récit. Le PAP n'est pas une abstraction financière, mais une infrastructure qui redonne de la continuité aux échanges. Ce que les chiffres décrivent, les pratiques quotidiennes le confirment. La valeur circule sans détour, la confiance revient, les décisions se prennent sans dépendre d'un centre lointain. Dans ce contexte, les discours sur la souveraineté cessent d'être uniquement symboliques. Des voix comme celle d'Ibrahim Traoré résonnent différemment lorsque l'autonomie n'est plus seulement revendiquée, mais pratiquée. Le pouvoir ne se proclame pas, il s'exerce dans des mécanismes concrets. Le continent n'a pas encore atteint sa destination finale, mais il a repris la carte, redessiné ses routes et retrouvé la maîtrise de son rythme économique. Le pouvoir commence par un clic. À ce stade, l'enjeu n'est plus de célébrer une innovation technique, mais de décider comment elle sera habitée dans la durée. Une infrastructure, aussi performante soit-elle, ne devient structurante que lorsqu'elle est comprise, défendue et ajustée par ceux qui l'utilisent. Le PAP a ouvert une possibilité. Sa trajectoire dépend désormais de l'attention collective qu'on lui accorde. Cette transformation silencieuse rappelle que les changements les plus profonds ne s'annoncent pas toujours par des ruptures spectaculaires. Ils s'installent dans les pratiques, modifient les habitudes, déplacent les attentes. À mesure que les paiements locaux deviennent la norme, les débats sur l'autonomie économique, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, quittent le registre symbolique pour entrer dans celui de l'expérience vécue. Observer ces évolutions, en discuter, les questionner,
fait déjà partie du mouvement. Comprendre comment la valeur circule, qui gagne en capacité d'action et quels équilibres se redessinent, permet de ne pas subir la transition, mais d'y prendre part. Alors, au-delà des chiffres et des scénarios, une question reste ouverte. Jusqu'où cette nouvelle architecture financière peut-elle transformer la manière dont l'Afrique se relie à elle-même et au reste du monde ?